La matinée dans le village avait commencé avec son habituelle douceur, une pâle lumière du soleil glissant sur les toits de chaume, le léger cliquetis des bouteilles de lait et le doux parfum des lilas flottant depuis le mur du presbytère. Pourtant, quelque part sous cette douceur, quelque chose de légèrement perturbant bougeait, comme une tasse de thé vibrant presque imperceptiblement sur sa soucoupe. C'est ce léger tremblement, ce motif, ce frisson discret de la porcelaine, que Miss Marple remarqua alors qu'elle disposait des chrysanthèmes frais sur le rebord de sa fenêtre. Un petit signe, peut-être insignifiant, mais elle s'arrêta néanmoins. À Sainte Mary Mead, les perturbations ne se manifestaient jamais bruyamment. Elles commençaient toujours par un murmure. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant que le murmure n'atteigne sa porte. La jeune Alice Lipton se précipita dans l'allée du jardin, essoufflée, les joues pâles, comme si elle avait vu quelque chose qui n'était pas à sa place dans un monde qui préférait que tout soit parfaitement en ordre. Elle serra les mains l'une contre l'autre, comme si le fait de les tenir immobiles pouvait stabiliser sa voix. « Mademoiselle Marple, avez-vous entendu? C'est Madame Corbin, la veuve. Ils disent... Eh bien, ils disent qu'elle ne s'est pas réveillée ce matin. » Mademoiselle Marple regarda la jeune fille avec des yeux doux mais inquisiteurs. Oh, ma pauvre, elle avait toujours semblé plutôt attentive à sa santé. Son ton était doux, mais dans son esprit, quelque chose se mit en place, dans un rythme calme et réfléchi. Alice déglutit. « C'est justement ça, madame. Madame Bantry a fait passer le message que cela semblait étrange. » À Sainte Mary Mead, étrange n'était jamais un mot anodin. Mademoiselle Marple prit son châle et sortit. Les pétales de chrysanthème, agités par une légère brise, tremblaient comme des tasses à thé pâle, tapotées par une main invisible. Le motif revint, doux, indéniable. Le chemin menant au cottage des Corbin serpentait devant le cimetière et la ruelle, où les ronces de murs s'étendaient toujours, comme si elles essayaient d'écouter les secrets du village. Mademoiselle Marple marchait avec son calme habituel, laissant le monde s'exprimer à son rythme ordinaire. C'était dans l'ordinaire que la vérité se cachait toujours, attendant. Le cottage des Corbin lui-même ne semblait pas différent des autres matins. Des rideaux de dentelle à demi tirés, une légère odeur de légumes trop cuits s'échappant d'une casserole oubliée sur la cuisinière. Pourtant, plusieurs villageois s'étaient rassemblés à l'extérieur, animés de ce mélange particulier d'inquiétude et de curiosité avide que les crises suscitent toujours. Madame Bantry aperçut Mademoiselle Marple et lui fit signe de venir en toute urgence. « Jane, Dieu merci, vous devez entrer, c'est terriblement étrange. » Mademoiselle Marple la suivit dans le couloir étroit, où l'air semblait inhabituellement immobile, étrangement lourd, comme dans une pièce où quelqu'un aurait murmuré quelque chose de méchant, et où le silence l'aurait absorbé. Elle vit l'inspecteur Graves debout près de la porte de la cuisine, le visage impassible, mais les mâchoires serrées. « Vous êtes au courant, mademoiselle Marple, » dit-il en hochant la tête. « La veuve Corbin est décédée hier soir. » Les yeux de mademoiselle Marple balayèrent doucement la pièce. « De cause naturelle ? » ?»« Probablement, » répondit-il, bien que la tension dans sa voix suggérait une certaine incertitude. Mais sa tasse de thé était toujours sur le plateau à côté d'elle, pleine, intacte. Mademoiselle Marple sentit ce léger déclic intérieur, l'alignement silencieux d'un indice. À Sainte Mary Mead, personne ne laissait son thé intact, à moins que quelque chose n'ait déjà retenu son attention, ou lui ait coûté la vie. L'inspecteur poursuivit. Aucun signe de lutte, aucun trouble. Mais le médecin pense qu'elle était peut-être assise quand... Il hésita. Quand elle est morte. Madame Bantry, se tordant les mains, ajouta « Et elle ne laissait jamais une tasse à moitié vide, Jane. Tu sais comment elle était. »
Elle disait toujours qu'il ne fallait jamais laisser refroidir un bon Darjeeling. Mademoiselle Marple acquiesça. Le motif scintilla à nouveau. La tasse de thé tremblante, le déplacement silencieux de la porcelaine. Quelque chose dans la scène semblait déséquilibré. Pas de manière flagrante, pas de manière grossière, mais délicatement anormale, comme si quelqu'un qui ne connaissait pas les habitudes de la veuve avait arrangé la scène. Graves s'écarta, permettant à mademoiselle Marple d'observer tranquillement la pièce sans la traiter comme une enquêtrice officielle. Il avait compris depuis longtemps qu'il était sage de laisser les yeux bleus pâles de la vieille dame remarquer ce que des hommes expérimentés manquaient, parfois. La veuve Corbin était assise dans son fauteuil rembourré, le dos légèrement incliné, la tête penchée sur le côté, avec une expression non pas de peur, mais de légère surprise, comme si elle avait été interrompue dans une pensée qu'elle n'avait pas terminée. Le plateau à thé était posé sur la petite table. Les biscuits étaient soigneusement disposés. La théière était encore tiède. La tasse était pleine. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur un petit détail que peu d'autres avaient remarqué. Une légère trace circulaire d'humidité sous la tasse à thé, juste assez pour indiquer qu'elle avait été soulevée, puis replacée. Un frémissement de porcelaine contre le bois. Elle ne dit rien. Pas encore. Dehors, les villageois murmuraient, leurs théories fleurissant déjà comme des mauvaises herbes. Madame Penrose chuchota bruyamment que cela devait être son cœur. Quelqu'un d'autre suggéra que c'était à cause des fenêtres qui laissaient passer les courants d'air. Un troisième murmura que la veuve avait reçu la visite de quelqu'un la nuit dernière, mais il ne parvenait même pas à se mettre d'accord sur l'identité de cette personne. Graves expira. Le médecin dit que nous en saurons plus cet après-midi. En attendant, je dois parler à son neveu. C'est lui qui l'a trouvé. Mademoiselle Marple leva la tête, délicatement attentive. Son neveu ? Oui, répondit Graves. Le jeune Martin Corbin. Il est arrivé récemment. Un garçon étrange, calme, plutôt tendu ce matin. Une légère pression s'installa derrière les côtes de mademoiselle Marple. Le village avait facilement accepté le neveu, même si elle-même l'avait vu à 2 reprises, s'attarder devant le salon de thé sans y entrer, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Ses yeux reflétaient de toujours une lueur d'inquiétude, une ombre qui ne correspondait pas vraiment à la jeunesse. « Et sa relation avec sa tante ?» demanda mademoiselle Marple d'un ton doux. Madame Bantry pinça les lèvres. « Eh bien, Jane, tu sais comment elle était. Très généreuse. Il est venu après avoir perdu son emploi à Londres. Elle lui a donné une chambre, un peu d'argent et sa belle porcelaine pour son thé. Elle disait qu'il avait besoin d'une famille. » Mademoiselle Marple absorba ces informations en silence. D'après son expérience, la générosité engendrait souvent de silencieux ressentiments. « Et où est-il maintenant ?» demanda-t-elle. Graves fit un geste vers le salon. Là-bas, bouleversé. Il dit qu'il lui a préparé son thé hier soir et l'a laissé se reposer. Il marqua une pause. Il insiste sur le fait qu'elle semblait en parfaite santé. Le regard de mademoiselle Marple se posa une fois de plus sur la tasse intacte. Une femme connue pour finir chaque goutte de thé. Une tasse soulevée une fois, mais jamais goûtée. Un neveu qui l'avait préparé. Une petite vague de trouble, presque imperceptible, traversa ses pensées. Pas une accusation. Pas encore. Mais une possibilité. La porcelaine vibra à nouveau, une vibration douce et significative sous la surface calme. Mademoiselle Marple baissa son châle, se préparant à affronter les vérités silencieuses et mortelles que les villages cachaient souvent derrière des rideaux de dentelle et des sourires polis. Elle s'avança vers la porte du salon, où le neveu attendait, pâle et les lèvres serrées, les mains tremblant légèrement. Ses mains tremblaient légèrement, le bout de ses doigts frémissant à peine, comme si une faille intérieure avait commencé à se former sous sa peau.
Mademoiselle Marple s'arrêta un instant sur le seuil, observant le jeune homme avec l'intérêt doux et impartial que l'on pourrait porter à une espèce d'oiseau inconnu, sans suspicion ni sympathie, mais simplement dans le but de comprendre. Martin Corbin leva les yeux. Son regard était brillant d'insomnie, comme si ses pensées avaient tourbillonné toute la nuit. « Je n'ai pas... Je veux dire, je n'aurai jamais... » Sa voix s'évanouit, incapable de terminer sa phrase ou sa pensée. Mademoiselle Marple s'approcha avec une grâce lente et rassurante. « Bien sûr que non, mon cher, personne ne suggère quoi que ce soit pour l'instant. Vous devez être très bouleversé. » Ses lèvres tremblèrent. Sur la petite table à côté de lui se trouvait une seule tasse de thé, la sienne, vide, rincée et placée à l'envers, comme s'il voulait qu'il n'en reste aucune trace visible. Le tremblement de la porcelaine revint à l'esprit de mademoiselle Marple. Des tasses soulevées, replacées, retenues. « Vous lui avez préparé du thé ?» demanda-t-elle doucement. Martin acquiesça. Elle l'aimait fort. 2 cuillères, juste avant d'aller se coucher. Sa main trembla à nouveau, effleurant un pli de son pantalon. Je l'ai laissée assise. Elle a dit qu'elle voulait lire un peu. Mademoiselle Marple absorba ces informations en silence. Une scène simple, mais les scènes simples étaient rarement honnêtes. Avait-elle l'air bouleversée ? Demanda-t-elle. Ou inquiète ? Il hésita trop longtemps. Non, non, rien. Le tremblement de ses mains le contredisait. Ce n'était pas seulement du chagrin, mais quelque chose de plus aigu, de plus profond. L'inspecteur Graves s'avança. « Martin, où étiez-vous après avoir préparé son thé ?»« Dans ma chambre. Je suis monté directement. Je ne l'ai pas revu. Et vous êtes resté là toute la nuit ?» Une nouvelle hésitation. « Oui. Je ne me sentais pas bien. » Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil à la gorge du jeune homme. Une légère rougeur marquait la peau, comme s'il l'avait grattée à plusieurs reprises. « Ce n'est pas une maladie, » pensa-t-elle. « C'est une habitude liée à la culpabilité ou à la peur. » Elle reporta doucement son attention sur la pièce elle-même. Le panier à tricot préféré de la veuve était posé à moitié ouvert sur le pouf, les aiguilles soigneusement rangées, la laine à mi-chemin d'un rang. Une vie tranquille interrompue en plein milieu d'un point. La petite lampe à côté de son fauteuil brûlait faiblement, sa mèche trop coupée par quelqu'un qui ne connaissait pas ses besoins. De minuscules oublis, de petites perturbations dans la précision routinière d'une femme. Le motif s'est précisé. La tasse de thé soulevée une fois sans être bue. Un rituel interrompu. Madame Bantry, qui s'était approchée anxieusement de la porte, murmura « Jane, vous devez lui parler. Il ne nous dit pas tout. » Mademoiselle Marple répondit d'une voix douce. « La vérité demande de la patience, Dolly. Les gens parlent rarement franchement quand leur cœur est bouleversé. » Elle se pencha un peu plus vers Martin. « Votre tante vous aimait beaucoup. Elle disait souvent qu'elle voulait que vous vous sentiez chez vous ici. » Il cligna des yeux avec force. Oui, elle était gentille. Mais sa voix trahissait une gratitude fragile mêlée de ressentiment. « Et vous vous sentiez chez vous ?» demanda mademoiselle Marple. « J'ai essayé. » Un mot si bref, si chargé de sens. « Essayé ?» Pas réussi. L'horloge du salon sonna le quart d'heure, d'une note étrangement lugubre, comme si le pendule lui-même avait senti la perte qui avait frappé la maison. Quelques villageois à l'extérieur bougèrent, murmurant de nouvelles théories. Quelqu'un suggéra le poison. Quelqu'un d'autre murmura que des esprits rendaient visite aux personnes âgées. St. Mary Mead n'avait jamais manqué d'imagination. L'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge. « Nous devrons prendre votre déposition complète, Martin, une fois que le médecin aura rédigé son rapport préliminaire. » Le jeune homme acquiesça, mais son regard se porta brièvement vers le couloir.
vers la cuisine où le thé intact l'attendait. Une lueur d'angoisse traversa son visage. Mademoiselle Marple remarqua tout. Elle s'excusa délicatement. « Si cela ne vous dérange pas, inspecteur, j'aimerais passer un moment dans la cuisine. » Graves savait qu'il valait mieux ne pas demander pourquoi. Bien sûr. Dans la petite cuisine, tout semblait être à sa place habituelle, à l'exception d'un détail subtil. La boîte de Darjeeling, qui se trouvait toujours sur l'étagère au-dessus de la cuisinière, avait été déplacée de quelques centimètres par rapport à son emplacement habituel. Mademoiselle Marple le savait, non pas parce qu'elle était une maniaque de l'ordre, mais parce que la veuve Corbin s'était un jour plainte avec véhémence que son neveu ne remettait jamais les choses à leur place. Le motif réapparut, le déplacement. Une perturbation dans un rituel qui comptait beaucoup pour la veuve. La théière était encore légèrement chaude, même si elle avait depuis longtemps dépassé la température à laquelle on pouvait boire le thé. Miss Marple souleva délicatement le couvercle. Aucune odeur inhabituelle, aucune amertume, aucune odeur chimique. Mais la cuillère à café à côté contenait une fine poussière granuleuse qui n'appartenait pas aux feuilles de thé. Quelque chose de blanc, de cristallin. Son cœur se serra légèrement. Ce n'était pas de la peur, mais de la lucidité. Elle remit le couvercle en place, en prenant soin de ne rien déranger davantage. La porte arrière grinça légèrement. Mademoiselle Marple se retourna. Madame Ellerby, la voisine, était entrée à moitié dans la pièce, serrant un panier en osier rempli de linge. « Oh, mademoiselle Marple, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. »« Ce n'est pas grave, Louisa. Vous aviez besoin de quelque chose ?» Madame Ellerby jeta un regard nerveux à la théière. « J'ai entendu la nouvelle. C'est terrible, tout simplement terrible. Mais j'ai pensé que quelqu'un devrait mentionner... Eh bien, j'ai entendu des voix hier soir. Des voix fortes. Elles venaient d'ici. » L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit. « Des voix. Oui, juste après 9h30, je dirais. Une dispute, une voix d'homme, et la sienne. Assez aiguë. » Elle s'hésita, baissant la voix. Je ne voulais pas écouter, mais je tendais mon linge tard et... Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. « Et qu'avez-vous entendu ?» demanda mademoiselle Marple. Madame Ellerby tordit ses doigts. Seulement un mot ou deux. Elle a dit « Ça ne peut pas continuer comme ça. » Et il a répondu, assez durement « Je n'ai pas le choix. » Mademoiselle Marple la remercia, ne posa aucune question inutile et regarda la femme s'éloigner précipitamment, comme si le fait de s'être libérée de ce poids avait allégé sa conscience. Seule à nouveau, mademoiselle Marple laissa les fils s'entremêler. Une perturbation dans la routine domestique. Une tasse de thé soulevée, mais non bue. Une dispute. Quelque chose de cristallin sur une cuillère et un neveu aux mains tremblantes. Ce n'était pas une preuve, pas encore. Mais le sol sous la vie paisible de la veuve s'était fissuré bien avant le matin. De retour dans le salon, mademoiselle Marple trouva Martin assis, raide, fixant la chaise vide de sa tante comme si elle pouvait l'accuser. L'inspecteur Graves parlait à madame Bantry, mais il jeta un coup d'œil lorsque mademoiselle Marple entra. « Eh bien, mademoiselle Marple !» Elle lui adressa un sourire serein. « Je pense, inspecteur, que votre enquête préliminaire devrait inclure l'heure précise à laquelle Martin s'est couché, et si quelqu'un d'autre a rendu visite à la veuve hier soir. » Les épaules de Martin sursautèrent comme si elles avaient été frappées. « Quelqu'un d'autre ?» répéta Graves. Mademoiselle Marple regarda une fois de plus le motif de la tasse de thé tremblante, dont l'avertissement silencieux scintillait dans la pièce. « Oh oui, » dit-elle doucement. La veuve Corbin n'était pas le genre de femme à supporter une dispute en silence, et j'aimerais beaucoup savoir qui lui a causé du chagrin. Peu avant sa dernière tasse de thé. Les yeux de Martin s'écarquillèrent teintes de peur.
Les yeux de Martin s'écarquillèrent de peur, ses pupilles se contractèrent, comme si les paroles douces de mademoiselle Marple avaient soudainement révélé quelque chose à son sujet. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais seul un faible son s'échappa, une protestation avortée, étouffée par la terreur. L'inspecteur Graves fit un pas lent vers lui. « Y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez ajouter, Martin ? Quelque chose que vous avez omis de mentionner tout à l'heure ?» Martin secoua violemment la tête, mais son geste manquait de conviction. Le tremblement de ses mains reprit, plus intense cette fois, comme si le souvenir même de la nuit précédente le faisait frissonner de tout son être. Mademoiselle Marple ne le pressa pas. Pas encore. Les fractures émotionnelles se révélaient mieux lorsqu'on les laissait s'élargir à leur propre rythme. Au lieu de cela, elle tourna son attention vers le calme de la pièce. L'odeur faible et racise du feu de la nuit dernière, le bourdonnement discret d'une lampe intacte, le goût d'un conflit non résolu qui flottait encore dans les murs. Le motif réapparut. Une tasse de thé soulevée, mais laissée intacte. Une interruption du rituel qui signalait toujours une rupture plus profonde sous la surface. Madame Bantry, voyant la détresse de Martin, s'agita vers lui en agitant les mains avec compassion. « Mon cher garçon, vous avez l'air tout simplement épouvantable. Asseyez-vous, je vous en prie. Inspecteur, il a certainement besoin de temps. » Mais Graves l'interrompit d'une voix ferme mais pas méchante. « Le temps ne changera pas la vérité, Madame Bantry. » Et Mademoiselle Marple a posé une question très pertinente. Mademoiselle Marple acquiesça légèrement. Pertinente, oui, mais intentionnellement incomplète. Une question laissée en suspens en révélait toujours plus qu'une question qui acculait son sujet. Martin déglutit, la gorge douloureusement serrée. « Je n'ai pas menti. Je ne pensais pas que cela avait de l'importance. » « Qu'est-ce qui n'avait pas d'importance ?» demanda Graves. Le visage de Martin se crispa légèrement. Quelqu'un est bienvenu hier soir, mais cela n'avait rien à voir avec sa mort. Une petite vague de chuchotements se propagea depuis l'entrée où deux villageois tendèrent l'oreille sans se montrer. Madame Bantry eut un petit hoquet de surprise. Mademoiselle Marple se contenta de croiser les mains. « Je vois, » dit-elle doucement. « Et qui était ce visiteur ?» Martin hésita, comme s'il évaluait la part de vérité qu'il pouvait se permettre de révéler. C'était Madame Ellerby. Elle est venue emprunter du fil à broder. Mademoiselle Marple haussa un sourcil dans un mouvement presque imperceptible. Madame Ellerby venait de lui parler dehors, et Madame Ellerby n'avait pas mentionné être entrée dans la maison. Bien au contraire. « Curieux, » murmura Mademoiselle Marple. « Elle m'a dit, il y a quelques instants, qu'elle avait entendu des voix s'élever dehors. On pourrait raisonnablement supposer qu'elle n'était pas du tout à l'intérieur de la maison. » Martin tressaillit. « J'ai dû me tromper. » Le ton de Graves se refroidit. « Ou vous modifiez votre histoire. » Le jeune homme s'effondra sur la chaise la plus proche, enfouissant brièvement son visage dans ses mains. « Je ne voulais impliquer personne. Je pensais que cela causerait des problèmes. »« Tout finit par causer des problèmes, » dit doucement Mademoiselle Marple. « C'est la nature même de la vérité. Elle attend. » Elle s'approcha de lui, l'air si bienveillant qu'il leva les yeux malgré lui. « Mon cher, en cachant des détails, vous ne faites que paraître plus effrayé. Mais la peur peut avoir de nombreuses origines. Le chagrin, la culpabilité, ou la crainte du secret de quelqu'un d'autre. »« Quelqu'un d'autre » murmura Martin. « Oui, » répondit Mademoiselle Marple. La veuve Corbin était une femme aux habitudes bien arrêtées. Si elle les enfreignait, si elle soulevait une tasse puis la reposait, c'était parce que quelqu'un ou quelque chose la dérangeait. Le tremblement de la porcelaine résonnait faiblement dans la pièce, un motif de plus en plus net, de plus en plus insistant. Martin se frotta les poignets, révélant un autre tic anxieux. « Vous pensez que quelqu'un d'autre s'est disputé avec elle ?» Mademoiselle Marple acquiesça d'un petit signe de tête serein.
Je pense qu'il serait sage d'envisager toutes les possibilités. L'inspecteur Graves serra les mâchoires. Qui d'autre s'est rendu à la maison hier soir? Commencez par la fin de l'après-midi. Martin ferma les yeux, pensif. Le facteur est venu à 6 heures. Un colis. Ma tante attendait de nouvelles teintures à base de plantes. Puis Madame Penrose est passée vers 7 heures pour rendre un livre, mais elle n'est pas restée longtemps. Mademoiselle Marple nota mentalement ce détail. Madame Penrose avait l'habitude de s'attarder. Si elle ne s'était pas attardée hier soir, c'est qu'elle évitait quelque chose. « Et après 7 heures ?» insista Graves. Martin hésita à nouveau. « Personne, sauf... » Il marqua une pause. « Oui ?» l'encouragea gentiment Mademoiselle Marple. « Sauf Monsieur Harland, » dit-il finalement. « L'avocat. » Un murmure collectif parcourut les spectateurs. Madame Bantry haussa les sourcils. Pourquoi diable l'avocat serait-il venu si tard? Cet homme préférerait manquer un enterrement plutôt que de perturber son emploi du temps. Ce n'était pas une visite ordinaire, dit Martin doucement. Il est venu au sujet du testament de ma tante. Mademoiselle Marple sentit l'atmosphère changer, une nouvelle tension envahir l'air comme un léger courant d'air sous une porte fermée. Son testament? Oui, murmura Martin. Elle l'avait modifié. Récemment. L'inspecteur Graves croisa les bras. Et en quoi cela vous concernait-il? Martin baissa les yeux. Je ne savais pas jusqu'à hier soir qu'elle m'avait légué le cottage. Quelques villageois poussèrent un cri de surprise. Le cottage Corbin était modeste, mais de grande valeur, situé dans l'une des plus jolies ruelles de St. Mary Mead. Elle ne m'avait rien dit, continua Martin, la voix tremblante. Mais l'avocat m'a dit qu'elle avait signé les papiers 2 jours auparavant. Il voulait qu'elle confirme quelques détails. Elle semblait perturbée, comme si elle n'était pas sûre d'elle. L'expression de Mademoiselle Marple s'adoucit. « Et vous? Comment vous êtes-vous senti quand vous l'avez appris ?» Martin haussa les épaules, impuissant. « J'ai été surpris, reconnaissant. Mais cela m'a aussi effrayé. Je ne voulais pas que quelqu'un pense que j'étais là pour l'argent. » Mademoiselle Marple l'observa attentivement. Sa peur était réelle, mais la peur cachait souvent plusieurs vérités. Et après le départ de M. Harland? Elle était silencieuse, dit Martin d'une voix faible. Elle est allée dans la cuisine pour préparer du thé. Je l'ai suivie, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas parlé du testament. Elle a répondu... Sa voix se brisa. Elle a dit qu'elle ne savait pas encore si elle pouvait me faire confiance. Une nouvelle vague de choc parcourut les spectateurs. L'inspecteur Graves se pencha vers lui. « Et vous vous êtes disputé ?»« Oui, » murmura Martin. « J'étais blessé. Elle était méfiante. Je lui ai dit que j'avais besoin de son soutien. Elle m'a répondu que le soutien ne venait qu'avec l'honnêteté. » Miss Marple ressentit à nouveau le frémissement du motif. La tasse de thé, la poussière cristalline, le déplacement sur l'étagère. « Et a-t-elle bu le thé que vous lui aviez préparé après cela ?» demanda-t-elle. Elle a dit qu'elle le ferait. Je suis parti avant qu'elle ne le verse. Le regard de Miss Marple se porta à nouveau vers la cuisine. Oui, avant qu'elle ne le verse, et avant qu'elle ne laisse tomber dans le silence ce qui la troublait. L'inspecteur Graves expira bruyamment. Nous avons maintenant une dispute, un héritage contesté, une opportunité et une tasse de thé intacte. Ce n'est pas une combinaison très réjouissante. Martin recula comme s'il avait été frappé. « Vous pensez que je... » ?»« Non, je n'ai pas... Je le jure. » Mademoiselle Marple leva une main apaisante. « Inspecteur, laissez un peu d'espace à ce garçon. Le désespoir parle avant que la vérité n'ait trouvé ses marques. » Puis elle reporta son regard sur Martin. Doux, perçant, inévitable. « Mon cher, il y a encore une chose que je dois vous demander. » Martin leva les yeux, tremblant. « Lorsque vous avez préparé le thé de votre tante,
Avez-vous utilisé sa boîte habituelle sur l'étagère? Ou avez-vous pris autre chose qui était plus facile à atteindre? Martin se figea. Complètement. Le motif s'aiguisa comme un couteau silencieux. Martin se figea complètement, comme si la question silencieuse de Mademoiselle Marple avait atteint le plus profond de lui-même et appuyé sur quelque chose de tendre, de secret, dangereusement proche de se briser. Son souffle se coupa, un léger sifflement de panique s'échappa avant qu'il ne parvienne à serrer les mâchoires. J'ai utilisé la boîte sur l'étagère, murmura-t-il. Mademoiselle Marple inclina la tête. En êtes-vous certain? Oui. Une pause. Je pense que oui. Vous pensez que oui, répéta l'inspecteur Graves, peu impressionné. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous lui prépariez toujours son thé de la même manière. Les doigts de Martin se mirent à trembler violemment, le tremblement se propageant jusqu'à son poignet comme un courant électrique. Je dois l'avoir fait. Je le fais toujours. Miss Marple l'observait avec la tendre neutralité d'une femme regardant un enfant effrayé plutôt qu'un suspect. Les habitudes sont une chose puissante, mon cher garçon. Mais la peur peut brouiller nos souvenirs. Et hier soir, les émotions étaient vives dans cette maison. Martin tressaillit à nouveau. Son visage avait pris cette expression fragile et cassante de quelqu'un qui se tient au bord de la vérité, désireux de la dire, mais terrifié par ce qu'elle pourrait signifier. Mademoiselle Marple n'insista pas. Elle laissa simplement le silence s'installer. Le genre de silence dans lequel un mensonge ne peut pas se nicher confortablement. Finalement, il murmura. « J'ai peut-être utilisé l'autre boîte. » Celle qui se trouvait près du poêle, mais uniquement parce qu'elle était plus proche. L'inspecteur Graves se raidit. « Il y a une autre boîte ?»« Oui, » répondit rapidement Martin. « Une boîte toute simple. Elle y conservait ses mélanges moins chers. Rien d'inhabituel. » Miss Marple sentit ce clic familier dans son esprit. L'alignement d'un petit changement dans la routine. La veuve était très pointilleuse sur ses thés, chaque mélange étant rangé à sa place précise. Une boîte déplacée de son emplacement habituel ne pouvait signifier qu'une seule chose. Quelqu'un d'autre l'avait manipulée, ou quelqu'un avait voulu dissimuler cette manipulation. « Et cette autre boîte ?» dit Mademoiselle Marple avec précaution. « Votre tante l'utilisait-elle souvent le soir ?»« Non, » admit Martin. « Elle préférait son Darjeeling le soir. Elle disait que cela la détendait. »« En effet, » murmura Mademoiselle Marple. « Et pourtant, elle est morte à côté d'une tasse qui ne contenait pas son thé préféré, mais ce qui se trouvait à portée de main. » L'inspecteur Graves s'approcha de Martin, d'un pas lent et lourd. « Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela plus tôt ?»« Je ne pensais pas. Je n'étais pas sûr, j'étais confus. » La voix de Martin se brisa en un fil rauque et tremblant. « Je ne l'ai pas empoisonné. Je n'ai rien fait de mal. » Son éclat fit frissonner les villageois qui se trouvaient près de la porte. Même Madame Bantry semblait alarmée. Mademoiselle Marple intervint doucement. « Martin, mon cher, personne ne vous accuse ouvertement. Mais la vérité est une tapisserie. Un seul point mal fait peut changer tout le motif. » Il pressa ses paumes contre ses yeux, les épaules recroquevillées. « J'étais en colère. Elle avait changé son testament, elle doutait de moi, et j'ai dit des choses que je regrette, mais je ne lui aurais jamais fait de mal. » Mademoiselle Marple l'observa longuement, son expression s'adoucissant légèrement. « La colère ne fait pas de vous un meurtrier, mais elle rend imprudent avec ses souvenirs. » L'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge. « Nous allons examiner les deux boîtes, et le thé qui reste. » Mais mademoiselle Marple se dirigeait déjà vers la porte, son esprit tissant des fils dans tous les sens. Une boîte déplacée, de la poussière cristalline, une dispute entendue par hasard, un testament modifié à la hâte. Et la veuve Corbin elle-même, si vive d'esprit, si fière de son indépendance.
De quoi avait-elle peur? Ou de qui? Dehors, une forte brise faisait vibrer le portail un jardin. Le son résonnait faiblement comme de la porcelaine qui tremble, un battement insistant d'avertissement qui traversait l'air matinal. Madame Penrose arriva à ce moment-là, se précipitant vers le cottage avec une anxiété dramatique. Mon Dieu, est-ce vrai? Est-elle vraiment partie? Et dans des circonstances... suspectes? Ses yeux brillaient d'une soif de scandale qu'elle essayait mal dissimuler. L'inspecteur Graves grogna. « Madame Penrose, nous sommes encore en train de rassembler les faits. » Mademoiselle Marple la regarda pensivement. « Martin nous a dit que vous lui aviez rendu visite hier soir. » Madame Penrose cligna des yeux. « Moi? Oh oui, je lui ai rendu un livre. J'étais en retard pour le dîner et je ne suis pas resté. Pourquoi? » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Et la veuve semblait-elle comme d'habitude » Madame Penrose hésita. « Eh bien, elle semblait un peu agitée, comme si elle avait pleuré. Mais elle a fait signe que ce n'était rien. Elle a dit que ses yeux la gênaient. »« En effet, » murmura Mademoiselle Marple. « Et son neveu semblait tendu, » ajouta Madame Penrose en baissant la voix. « Mais c'est peut-être normal. Les jeunes hommes sont si émotifs de nos jours. » Mademoiselle Marple inclina poliment la tête. Elle nota mentalement ce détail. Madame Penrose avait remarqué l'état émotionnel de la veuve Corbin, mais Martin n'en avait pas fait mention. « Avez-vous entendu des éclats de voix » demanda gentiment Mademoiselle Marple. Madame Penrose se hérissa. « Certainement pas. Je m'occupe de mes affaires. » Ce qui, dans son cas, signifiait exactement le contraire. Mademoiselle Marple la laissa partir, son regard se posant à nouveau sur la ruelle. De l'autre côté de la rue, Madame Ellerby faisait semblant de ne pas regarder derrière ses rideaux. Quelques enfants s'étaient rassemblés près du portail, sentant quelque chose de délicieusement grave dans les chuchotements des adultes. L'inspecteur Graves rejoignit Mademoiselle Marple. « Il y a trop de petites incohérences. »« Oui, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Comme des ondulations sur un étang. La forme de la pierre est révélée par la propagation, pas par le centre. » Graves soupira profondément. « Je vais parler à l'avocat ensuite. Monsieur Harland, je n'aime pas l'idée qu'un testament ait été modifié 2 jours avant sa mort. »« Vous avez raison, » répondit Mademoiselle Marple. La veuve Corbin n'était pas une femme qui prenait des décisions juridiques impulsives. Quelque chose l'a poussée à agir dans l'urgence. « Une pression » suggéra Graves. Les yeux de Mademoiselle Marple se posèrent sur Martin, qui était toujours assis, tremblant, sur le bord de sa chaise. « Peut-être, » dit-elle. « Ou peut-être quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose qui pesait plus lourdement sur elle qu'elle ne le laissait paraître. » Le motif la traversa à nouveau. La porcelaine, soulevée, posée, rejetée. Une rupture dans les habitudes indiquait toujours une rupture dans la confiance. Tandis que Graves s'apprêtait à organiser ses investigations, Mademoiselle Marple se glissa silencieusement dans le jardin, où le parfum du romarin se mêlait à celui de la terre humide. La veuve avait entretenu ce jardin seule pendant des années, taillant chaque plante avec un soin méticuleux qui reflétait sa nature ordonnée. Pourtant, une chose attira l'attention de Mademoiselle Marple. Un arrosoir renversé sur le côté, la terre remuée autour. Elle s'agenouilla lentement, effleurant la terre molle du bout des doigts. Quelque chose avait été traîné ou laissé tomber, ici récemment. Une légère empreinte, circulaire, lourd. Une tasse à thé. Non, plus grand. Un petit pot, peut-être. Et à proximité, à peine visible à moins de savoir où regarder, quelques grains épars de la même poussière cristalline qu'elle avait aperçue sur la cuillère. Mademoiselle Marple expira doucement. « Oh, ma chère veuve, qu'essayez-vous de cacher ?» Un pas discret derrière elle la fit se redresser.
C'était Madame Ellerby qui se tordait nerveusement les mains. « Mademoiselle Marple, puis-je vous parler en privé ?» Mademoiselle Marple se leva en époussetant sa jupe. « Bien sûr, Louisa. » La voix de Madame Ellerby tremblait. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Quelque chose que j'ai vu hier soir après la dispute. » Mademoiselle Marple attendit, immobile, dans un silence serein. Madame Ellerby déglutit péniblement. « J'ai vu quelqu'un quitter le cottage. Mais ce n'était pas Martin. » Le tremblement de porcelaine se transforma en frisson. « Qui, Louisa ?» Le visage de Madame Ellerby pâlit. « Je ne veux pas dire son nom. » Mademoiselle Marple s'approcha, sa voix murmurant des mots rassurants. « Vous devez le faire. Pour le bien de la veuve. » Les lèvres de Madame Ellerby tremblèrent. « C'était Monsieur Harland, » murmura-t-elle. « L'avocat. »« L'avocat, » murmura Madame Ellerby, comme si le nommer pouvait avoir des conséquences auxquelles elle n'était pas prête à faire face. L'air entre elles devint immobile. Même le jardin semblait s'être figé. Le romarin, la lavande et la rosée matinale retenaient leur souffle à l'unisson. Mademoiselle Marple la regarda calmement. « Monsieur Harland, vous en êtes certaine ?» Madame Ellerby acquiesça rapidement, ses doigts s'entrelaçant dans son tablier. « Je l'ai vu. Il était tard, près de 22 heures, je crois. Il s'est éclipsé par la porte arrière. Il ne m'a pas vu. Je rentrais le linge. » Le regard de Mademoiselle Marple se porta vers l'allée, où les ombres de la haie s'étiraient comme de longs doigts pensifs. Le départ de M. Harland par la porte arrière, après les voix qui se disputaient, après la tension, après le testament, jetait une nouvelle ombre sur la façade paisible du village. « Et Louisa, » dit doucement Mademoiselle Marple, « pourquoi n'en avez-vous pas parlé plus tôt ?» Les lèvres de Madame Ellerby tremblèrent. « Parce qu'il est... Eh bien, il est important, n'est-ce pas? Le genre d'homme qu'on n'accuse pas à la légère. Et je ne pensais pas qu'il ferait quelque chose de terrible. » Mademoiselle Marple lui adressa un sourire doux. « Mon Dieu, Louisa, l'importance n'a jamais été un bouclier contre les mauvaises actions. En fait, elle les aggrave souvent. » Madame Ellerby semblait soulagée d'avoir été entendue, mais accablée d'avoir été crue. Mademoiselle Marple lui toucha doucement le bras. « Merci, ma chère. Maintenant, rentrez chez vous et essayez de ne pas laisser votre imagination prendre le pas sur votre raison. » Madame Ellerby acquiesça et s'éloigna précipitamment, chaque pas trahissant le sentiment de quelqu'un qui souhaitait échapper à la peur elle-même. Mademoiselle Marple resta un instant de plus dans le jardin, le motif vibrant faiblement dans ses pensées, la porcelaine tremblante, la tasse soulevée, puis abandonnée. Le rituel de la veuve Corbin brisé par une intrusion, par une présence à laquelle elle ne s'attendait pas. Enfin, Mademoiselle Marple retourna à l'intérieur, où l'inspecteur Graves interrogeait à nouveau Madame Penrose, bien que celle-ci semblait plus soucieuse de se rendre utile que d'apporter des éclaircissements. Grave remarqua Mademoiselle Marple et s'écarta de Madame Penrose, qui s'agitait avec indignation. « Quelque chose d'intéressant ?» Mademoiselle Marple répondit doucement. « Je crois, inspecteur, que la visite de M. Harland hier soir mérite plus d'attention qu'il ne nous l'a laissé entendre. » Grave fronça les sourcils. « Il a dit qu'il était parti à 8 heures. Vous me dites qu'il est revenu ?» Mademoiselle Marple inclina légèrement la tête. « Un témoin fiable l'a vu quitter l'arrière de la propriété vers 10 heures. » Bon sang. Graves se passa la main sur le visage. « Il a donc menti. » Madame Penrose poussa un cri de surprise. « L'avocat, mais il est toujours si correct. » « La correction, » dit Mademoiselle Marple d'un air pensif, « est souvent un costume porté par ceux qui craignent leurs propres impulsions. » Madame Penrose eut l'air offensée, puis incertaine. Mademoiselle Marple avait le don de démêler les certitudes des gens avec une douceur insupportable. L'inspecteur Graves expira. « Je vais le chercher immédiatement. Il est toujours dans le village, je suppose. »
probablement à son bureau. Mademoiselle Marple acquiesça légèrement. « Je vous accompagnerai. Il est souvent utile de voir comment les gens se comportent lorsqu'ils sont confrontés à des questions inattendues. » Graves acquiesça, mais avec l'air d'un homme résigné à être devancé par une femme qui manquait rarement quelque chose. Avant de partir, mademoiselle Marple jeta un dernier regard à Martin. Il était assis, recroquevillé sur le bord de sa chaise, la tête baissée, les doigts pressés contre ses tempes, comme s'il essayait de stabiliser un monde qui lui avait échappé. Le tremblement de porcelaine se manifesta une fois de plus. Sa peur était réelle, mais elle provenait de nombreuses sources. Dehors, le village bruissait de chuchotements. Les portes étaient entr'ouvertes. Les rideaux bougeaient. Les têtes se penchaient les unes vers les autres, en petits groupes pour échanger des suppositions à voix basse. Aucune communauté au monde ne réagissait plus rapidement ou plus efficacement que St. Mary Mead en présence de la mort. Mademoiselle Marple marcha aux côtés de l'inspecteur Graves, vers le cabinet d'avocats situé près de la route postale. La ruelle était bordée de buissons de fleurs de sureau, dont le parfum était doux mais quelque peu trop intense pour le matin, écœurant, comme s'il cachait une amertume sous les fleurs. Alors qu'ils arrivaient au petit bâtiment en briques, ils virent M. Harland lui-même en sortir, verrouillant la porte avec des gestes précis et habituels. Sa posture droite, le menton levé, trahissait un homme habitué à contrôler. « Monsieur Harland » appela Graves. L'avocat se retourna, un éclair de surprise traversant son visage avec un temps de retard. Pas la surprise d'un innocent interrompu, pensa Miss Marple, mais celle de quelqu'un dont le timing venait de devenir gênant. « Inspecteur. »« Miss Marple. »« Terrible affaire ce matin. J'étais sur le point de me rendre au cottage des Corbin. Je ne leur ai pas encore présenté mes condoléances. » Sa voix avait cette cadence douce propre aux juristes, précise, courtoise et parfaitement maîtrisée. Mademoiselle Marple l'observait comme on observe la surface d'un lac, en regardant non pas l'immobilité, mais les légères ondulations. « J'imagine que c'est un choc, » dit doucement mademoiselle Marple. « Même si je me demande si votre rendez-vous avec la veuve hier soir, vous y avez préparé. » Il se raidit. « Mon rendez-vous ? Je lui ai rendu visite à 7 heures, et je suis parti un peu après 8 heures. C'est tout. » Mademoiselle Marple lui adressa un sourire compatissant, presque pitoyable. « Non, monsieur Harland, vous êtes revenu plus tard. » Une courte pause, une fissure dans la façade. L'inspecteur Graves s'avança. « Pourquoi avez-vous menti au sujet de vos déplacements ?» Harland perdit son sang-froid, puis se ressaisit et retrouva son calme. « C'est absurde. Je n'avais aucune raison. »« La raison, » répéta doucement mademoiselle Marple, « n'est que rarement le problème. C'est le mobile qui perturbe la vérité. » Il lui lança un regard noir, puis se tourna vers Graves. « Je suis effectivement retourné chez elle, brièvement, pour récupérer un document que j'avais oublié. Des papiers confidentiels. Je ne voulais pas que des rumeurs commencent à circuler. »« Les rumeurs, » dit Graves d'un ton neutre, « sont le moindre de vos problèmes. » Mademoiselle Marple contourna légèrement l'homme, sa voix douce contredisant sa perspicacité. « Monsieur Harland, quel document pouvait bien être si sensible pour que vous vous faufiliez dans le jardin d'une femme mourante à 10 heures du soir ?»« Je ne savais pas qu'elle allait mourir, » rétorqua-t-il sèchement. Un frisson le parcourut, non pas comme de la porcelaine cette fois, mais comme de la chair, sa fierté craquant sous la pression. Mademoiselle Marple pencha la tête. « En effet, pourtant vous n'êtes pas venu à la porte. Vous avez utilisé le portail arrière, presque comme si vous espériez que personne ne vous voie. » Harland déglutit, la gorge serrée. L'inspecteur Graves se pencha vers lui. « Que faisiez-vous réellement dans cette maison ?» L'avocat hésita. Un long silence tendu s'ensuivit, un silence trop lourd pour appartenir à la vérité. Finalement, Harland expira bruyamment. « Très bien.
Je vais vous le dire, mais vous devez comprendre, elle était déraisonnable. Elle revenait sur tout. Elle changeait les conditions qu'elle avait acceptées depuis des années. « Quelles conditions ?» insista Graves. « Son héritage » répondit Harland avec amertume. Elle réécrivait tout. Elle supprimait certaines dispositions, celles que je l'avais aidée à rédiger. Mademoiselle Marple plissa les yeux avec une douce précision. « Vous voulez dire des dispositions qui vous étaient favorables ?» Harland détourna le regard. Le motif flottait comme un frisson à travers la porcelaine, la tromperie vibrant juste sous la surface polie. Il marmonna. « J'ai essayé de la persuader. Elle ne voulait pas écouter. Elle est devenue émotive, irrationnelle. »« Vous vous êtes disputé ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Harland serra les mâchoires. Elle a élevé la voix. Je lui ai dit qu'elle faisait une erreur, que les gens seraient déçus. « Une menace ?» dit Graves d'un ton sec. Harland rougit. « Un avertissement. » La voix de mademoiselle Marple trancha l'air matinal comme une aiguille enfilant de la soie. « Et avez-vous manipulé quelque chose dans la cuisine pendant que vous y étiez ?» Il cligna des yeux. « La cuisine. Mais pourquoi diable ?» Mais mademoiselle Marple l'observait, imperturbable comme l'aube, patiente comme la vérité. « Oui, monsieur Harland, avez-vous touché au thé ?» Il retint son souffle. Un tremblement unique et indéniable le parcourut. Il retint son souffle, un léger bégaiement chez un homme par ailleurs, si raffiné. Monsieur Harland resta immobile, le masque de son sang-froid professionnel s'amenuisant juste assez pour que mademoiselle Marple puisse entrevoir la tension qui se cachait derrière. L'inspecteur Graves observa attentivement cette hésitation. « Vous avez touché au thé, n'est-ce pas ?» Harland remua les lèvres une fois, silencieusement, avant de se ressaisir. « Inspecteur, je ne vois pas la pertinence de cette question. J'ai dit que je n'étais revenu que pour remplir des papiers. » Mademoiselle Marple s'avança, calme, imperturbable, sa présence telle une petite bougie éclairant les contours d'une pièce sombre. Les papiers se cachent rarement dans les théières, monsieur Harland. Un frémissement, à peine perceptible, mais indéniable. Grave le saisit immédiatement. « Répondez à la question. » Harland se hérissa. « Si j'ai touché quelque chose dans cette cuisine, c'était accidentel. Je me suis peut-être appuyé sur le comptoir. La veuve était déraisonnable et la conversation était animée. » Le doux « de mademoiselle Marple flottait entre eux, calme comme une plume posée sur une eau tranquille. « Assez animé pour vous pousser à chercher quelque chose pour calmer vos nerfs ?» Harland lança un regard noir. « Je n'ai pas besoin de tonique calmant, mademoiselle Marple. »« Oh, pas un tonique, » dit-elle doucement, « mais peut-être un verre d'eau, ou une occasion d'éliminer quelque chose de gênant. » Harland se raidit à nouveau. Grave croisa les bras. « Qu'avez-vous pris ?»« Je n'ai rien pris, » rétorqua Harland. Puis, après un silence un peu trop long, « Rien d'important. » Les yeux de mademoiselle Marple se réchauffèrent avec sympathie, mais ces mots glissèrent avec une précision plus tranchante qu'une accusation. Ce sont toujours les petites choses qui comptent le plus. Une petite empreinte dans un sol meuble. Une cuillère à café déplacée de son emplacement habituel. Une boîte déplacée vers la gauche, alors qu'elle aurait dû être à droite. Harland pâlit, et l'espace d'un instant, il ressembla à un animal acculé, calculant s'il devait rester immobile, fuir ou se battre. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix douce. « En parlant de boîte, monsieur Harland, saviez-vous que la veuve avait 2 sortes de thé ?» Son regard s'agita, l'espace d'un instant seulement, mais cela suffit à mademoiselle Marple pour y lire la reconnaissance. Et la peur. « Je ne m'intéresse guère aux futilités domestiques, » marmonna-t-il. « Au contraire, » répondit doucement mademoiselle Marple. « On remarque rarement les détails domestiques, à moins de les avoir touchés.
Le chemin du village fut plongé dans le silence. Même la brise semblait s'être arrêtée. Harland expira bruyamment, vaincu, avec cette fierté qui s'effondre plutôt que de se briser. Très bien. J'admets être entré brièvement dans la cuisine, mais uniquement parce que je voulais lui parler en privé. Lui parler, répéta Graves. Oui, elle était en train de reconsidérer son testament. Elle était devenue instable. Je voulais qu'elle réfléchisse calmement à ses décisions. J'espérais la persuader de reporter ses changements. Mademoiselle Marple pencha la tête. Une persuasion à près de 10 heures du soir, par l'arrière de la maison? Harland serra les mâchoires, la culpabilité et l'indignation se livrant bataille dans ses yeux. Je ne voulais pas que Martin soit impliqué. Le garçon était émotif. Il aurait fait une scène. « Et la veuve semblait-elle calme lorsque vous l'avez quittée » demanda mademoiselle Marple. « Oui, » répondit-il trop rapidement. « Parfaitement calme. » Mais la voix de mademoiselle Marple flottait dans l'air comme de la soie. Et pourtant, quelques instants plus tôt, elle pleurait, d'après le récit de madame Penrose. La surprise se lut sur le visage de Harland. Pleurait? Non, elle était irritée, déterminée, mais pas émotive. Mademoiselle Marple nota cette contradiction. La veuve Corbin n'était ni stable ni sereine la nuit de sa mort. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'avait bouleversée? Et pourquoi l'avocat avait-il menti au sujet de sa deuxième visite? L'inspecteur Graves s'approcha. « Nous allons fouiller votre bureau, votre domicile et tous les documents relatifs à sa succession. » Les yeux de Harland lancèrent des éclairs. « Vous n'avez aucune raison. »« J'ai une femme morte, » répondit froidement Graves, « et 2 hommes qui se sont disputés avec elle quelques heures avant sa mort. C'est une raison suffisante. » Harland ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'avait plus aucun refuge. Miss Marple, cependant, sentit quelque chose remuer sous la surface, quelque chose de troublant, quelque chose qui n'avait pas encore été dit. Un avocat désespéré de protéger son influence, un neveu désespéré d'appartenir à une famille, une veuve prise dans une soudaine tempête de méfiance. Mais la méfiance seule ne tue pas. Elle regarda vers la ruelle, où un homme âgé s'approchait d'un pas raide et précipité, le visage pâle, le souffle court. Le docteur Linton, le médecin du village. « Inspecteur, » appela-t-il, « j'ai terminé mon examen initial. » Une vague de murmures parcourut les villageois rassemblés. Graves lui fit signe d'avancer. « Eh bien ?» Le docteur Linton ôta son chapeau et essuya la sueur de son front. « Ce n'est pas encore définitif, mais la veuve n'est pas morte d'une crise cardiaque. Du moins, pas de cause naturelle. » Madame Penrose poussa un cri de surprise. Quelqu'un murmura une prière. Martin, qui les avait suivis en silence, sembla perdre toute couleur. Mademoiselle Marple leva le menton. « Docteur, qu'avez-vous observé ?» Le docteur Linton déglutit. Il y avait de légers signes, subtils mais indubitables, de détresse respiratoire. Ses poumons présentaient une irritation compatible avec l'ingestion d'une substance étrangère. Le visage de Graves se durcit. « Du poison ? » ?»« C'est possible, » répondit le docteur Linton. « Mais pas un poison courant. Quelque chose de léger peut-être, quelque chose qui se dissout facilement. » Miss Marple sentit le motif scintiller. Porcelaine tremblante, poussière cristalline, tasse soulevée puis rejetée. « Et en a-t-elle consommé ?» demanda Miss Marple. « Non, » répondit le docteur Linton. « Le thé n'a pas été touché. »« Pas touché, » murmura Miss Marple, parce qu'elle a senti que quelque chose n'allait pas. Un silence s'abattit sur eux. Martin murmura. « Mais si elle n'en a pas bu, comment quelque chose aurait-il pu lui faire du mal ?» Mademoiselle Marple se tourna légèrement, le regard assombri par une tristesse silencieuse. « Tous les poisons ne doivent pas nécessairement être avalés, mon cher. Certains n'ont besoin que d'être présents. Une odeur, un souffle. » Harland se raidit.
Martin trembla. Les villageois se penchèrent plus près. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire exactement ?» Mademoiselle Marple se remémora les grains cristallins qu'elle avait vus répandus dans la terre du jardin, la fine poussière sur la cuillère à café, la boîte déplacée. Cela signifie que le poison a pu se propager dans l'air une fois chauffé. Une substance qui ne devient dangereuse que lorsque la vapeur la transporte vers les poumons. Le docteur Linton acquiesça gravement. Oui, cela expliquerait l'irritation. Un silence encore plus lourd s'installa. Pas un seul oiseau ne chantait. Le visage de Graves s'assombrit. Alors, celui qui a préparé ce thé savait qu'elle ne le boirait pas, mais qu'elle l'inhalerait seulement. Mademoiselle Marple murmura, ou espérait qu'elle le boirait d'abord, mais s'était assuré que la vapeur seule suffirait. Martin craqua. Il trébucha en avant. « Je ne savais pas. Je n'ai jamais... Je n'ai utilisé que... » « Silence !» aboya Harland. « Vous allez vous incriminer. » Mais mademoiselle Marple se tourna vers Harland avec un calme doux et dévastateur. « Monsieur Harland, avez-vous apporté quelque chose avec vous hier soir? Quelque chose que vous auriez peut-être égaré, ou quelque chose que la veuve vous aurait pris après votre dispute ?» Harland hésita. « Quoi? Non. Bien sûr que non. » Le regard de mademoiselle Marple s'aiguisa. « Réfléchissez bien. Même une petite fiole. » Un frisson parcourut le bras de l'avocat. Le docteur Linton s'éclaircit la gorge avec inquiétude. « Une fiole, dites-vous? Parce que j'ai trouvé des résidus sous ses ongles, comme si elle avait serré quelque chose très fort. »« Et l'avait laissé tomber, » dit doucement mademoiselle Marple. Dans le jardin, le visage de Harland perdit toute couleur. L'inspecteur Graves lui saisit le bras. « Je pense que vous feriez mieux de venir avec nous. » Mais mademoiselle Marple leva la main, d'un geste doux mais autoritaire. « Pas encore, inspecteur. » Graves cligna des yeux. « Pas encore? » « Non. Parce que M. Harland cache peut-être quelque chose. » Elle le regarda avec une empathie glaciale. Mais il n'est pas le seul à avoir touché cette cuisine hier soir. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le tremblement de porcelaine parcourut à nouveau l'air. Mademoiselle Marple murmura. « Et quelqu'un d'autre craint la vérité bien plus profondément que lui. » Quelqu'un d'autre craignait la vérité bien plus profondément que M. Harland. Les mots restèrent suspendus dans l'air frais du matin, silencieux, mais électriques, et toutes les têtes se tournèrent instinctivement vers le cottage des Corbin, comme si la culpabilité elle-même les regardait depuis l'autre côté des rideaux de dentelle. Martin, pâle et tremblant, recula involontairement d'un pas. Harland se raidit mais ne protesta pas. La peur de l'avocat était la peur d'être démasqué. La peur de Martin était plus profonde, plus ancienne, une blessure plutôt qu'une culpabilité. L'inspecteur Graves plissa les yeux. « Mademoiselle Marple, vous pensez clairement à quelqu'un. » Mademoiselle Marple ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers les fenêtres du cottage, où la lumière vacillait faiblement contre la vitre. Les ombres bougeant, comme si la maison elle-même se souvenait de ce qui s'était passé cette nuit-là. « La personne qui craint le plus la vérité, » dit-elle doucement, et celle dont le monde s'écroulerait si les dernières heures de la veuve étaient pleinement comprises. Harland bredouilla « C'est ridicule. » Mais mademoiselle Marple leva doucement la main, le réduisant au silence, avec l'aisance d'un vicaire apaisant, une chorale querelleuse. « Monsieur Harland craint le déshonneur, mais on peut survivre au déshonneur. C'est gênant, mais pas ruineux. » Elle se tourna légèrement, observant Martin, ses mains tremblantes, son regard vague, comme si un nouveau tremblement dans ce motif de porcelaine avait commencé à l'intérieur de lui. « Martin craint autre chose, » poursuivit-elle, « quelque chose de beaucoup plus personnel. » Martin tressaillit. « Je ne...
Mademoiselle Marple s'approcha lentement de lui, comme on s'approcherait d'un oiseau pris au piège. « Mon cher, lorsque je vous ai demandé si vous aviez utilisé la boîte sur l'étagère ou celle près du poêle, votre peur n'était pas celle de la culpabilité, c'était la peur du souvenir. Je vous ai dit, je n'étais pas sûr, précisément, dit mademoiselle Marple, et cela m'en dit bien plus long que la certitude ne l'aurait fait. » L'inspecteur Graves fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Mademoiselle Marple baissa la voix. Martin ne craignait pas de faire du mal à sa tante. Il craignait de lui avoir fait du mal par accident. Une pensée terrifiante pour un jeune homme qui se sentait déjà indigne de sa confiance. Les genoux de Martin fléchirent et il s'effondra sur le muret de pierre. « Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. » « Non, mon cher, » dit doucement mademoiselle Marple. « Vous ne le vouliez pas. Et c'est précisément pour cela que votre peur est différente. Vous craignez la possibilité d'un mal involontaire. Ce n'est pas la peur d'un meurtrier. » Les villageois murmurèrent entre eux. Certains semblaient soulagés, d'autres semblaient sceptiques. Mais mademoiselle Marple resta sereine. Harland poussa un soupir amer. « Vous l'avez donc innocenté, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple tourna son regard vers lui. « Pas entièrement, mais je connais la peur, monsieur Harland. La vôtre et la sienne sont très différentes. » Grave se frotta les tempes. « Alors qui craint le plus la vérité ?» Mademoiselle Marple se tourna vers le chemin qui s'éloignait du cottage, une ruelle étroite bordée de mûriers où les pas murmuraient parfois plus fort que les mots. « Inspecteur, il y a quelqu'un qui venait dans cette maison chaque semaine. Quelqu'un à qui la veuve confiait ses secrets. Quelqu'un qui connaissait intimement ses habitudes. Quelqu'un qui avait accès à sa cuisine, à ses thés, à sa petite réserve de médicaments. » Graves cligna des yeux. « Des médicaments ? » ?»« Oui, » répondit doucement mademoiselle Marple. La veuve Corbin souffrait d'insomnie occasionnelle. Elle conservait une préparation à base de plantes dans un petit pot, de la lavande mélangée à de la racine de valériane. Parfaitement inoffensive, à moins d'y toucher. Martin écarquilla les yeux. « J'ai vu ce pot hier. Il était sur l'étagère au-dessus de la cuisinière. »« Oui, » murmura mademoiselle Marple. « Et hier soir, il n'y était plus. Ce matin, j'ai trouvé des traces dans la terre, là où quelque chose de petit et de rond était tombé. Probablement ce pot d'herbe. » Les yeux de Graves s'aiguisèrent. « Vous insinuez que quelqu'un en a retiré le contenu ?»« Pas nécessairement, » répondit mademoiselle Marple. « Mais quelqu'un a peut-être ajouté quelque chose. » Harland ricana. « Et qui ferait une chose aussi absurde ?» Mademoiselle Marple le regarda avec un calme solennel. Quelqu'un qui savait que la veuve trouvait du réconfort dans une tasse de thé chaud avant de se coucher. Quelqu'un qui savait qu'elle saupoudrait souvent, une pincée de son mélange d'herbes dans sa tasse. Martin pâlit davantage. « Mais elle n'en a pas saupoudré dans son thé hier soir. Je lui ai dit qu'elle n'en avait pas besoin. Elle semblait perturbée. » Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent avec compassion. « Non, mon cher, elle ne l'a pas utilisé, et je pense que c'est pour cela qu'elle n'a pas bu son thé. Elle a peut-être senti que quelque chose n'allait pas, une odeur ou un goût qui n'aurait pas dû être là. Elle a donc soulevé la tasse et l'a reposée. » Le motif s'agita brusquement, la porcelaine tremblante, l'hésitation, le refus. Grave expira lentement. Quelqu'un a donc trafiqué le pot d'herbe. C'est possible, ou quelqu'un a placé quelque chose près de son thé, sachant qu'elle inhalerait la vapeur. Miss Marple fit une pause. « Docteur Linton, avez-vous trouvé des traces d'une substance aromatique ?» Le médecin acquiesça lentement, troublé. « Oui, une légère odeur de camphre. Étrange, car elle n'en avait pas chez elle. » Miss Marple acquiesça. « Ce n'est pas courant dans les foyers, mais c'est assez courant au presbytère. » Un murmure parcourut les villageois. « Le presbytère ?» s'écria Graves. « Vous voulez dire le vicaire ?»
Mademoiselle Marple secoua la tête. Pas le vicaire. Son regard se posa sur le cimetière, où la femme du vicaire, Madame Cresswell, s'approchait avec son sourire habituel, celui qui cachait une vie entière de griefs refoulés. Madame Cresswell se figea lorsqu'elle vit le rassemblement. Son panier de linge d'église tremblait sur son bras, tremblement de la porcelaine reflétée dans la chair. Elle croisa le regard de mademoiselle Marple, et la peur, brute, incontrôlable, traversa son expression. L'inspecteur Graves sentit le changement. « Madame Cresswell, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez nous dire ?» Elle secoua violemment la tête. « Non, je suis seulement venue présenter mes condoléances. » « Étrange, » dit doucement mademoiselle Marple, « que vous soyez si pressée ce matin. Je crois que vous avez quitté le presbytère plus tôt que d'habitude, avec un petit pot dans votre panier. » Madame Cresswell eut un hoquet audible. La voix de Martin tremblait. Pourquoi aurait-elle? Le ton de mademoiselle Marple restait incroyablement doux. Parce que la veuve Corbin s'est rendue au presbytère il y a 3 jours, et elles se sont disputées. Madame Cresswell haleta. Elle n'avait pas le droit de... Oui, murmura mademoiselle Marple. La veuve vous a confronté, à propos des fonds de l'Église, à propos de vos comptes privés. Un silence stupéfait s'installa. Les doigts de madame Cresswell se crispèrent sur son panier, jusqu'à ce que l'osier craque. Je ne voulais pas... Vous ne comprenez pas. Mademoiselle Marple s'approcha, sa voix comme un châle chaud, enveloppant une vérité froide. Vous étiez désespérée, ma chère. La veuve allait tout raconter au vicaire, et votre mari, il ne vous aurait jamais pardonné une telle tromperie. Des larmes montèrent aux yeux de la femme. Je voulais seulement lui faire peur, murmura-t-elle. Juste un peu, juste de quoi la rendre étourdie. Pas la tuer. Le cœur de mademoiselle Marple se serra, mais son expression resta impassible. Je vous crois. Mais le mal ne peut être mesuré par l'intention, seulement par les conséquences. Les genoux de madame Cresswell se dérobèrent, et Graves la rattrapa alors qu'elle s'effondrait en sanglots. La foule éclata en murmures horrifiés. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux, sentant l'équilibre du village vaciller, une fois de plus brisé par la fragilité humaine. Le tremblement de la tasse de thé la parcourut une fois de plus. La tasse de thé trembla une fois de plus, et mademoiselle Marple ouvrit les yeux pour découvrir le village rassemblé autour de madame Cresswell, effondré comme un tableau de choc. Visage pâle, mains crispées sur la gorge, murmures tourbillonnant comme des oiseaux effrayés. L'inspecteur Graves stabilisa la femme en sanglots, bien que sa mâchoire se soit durcie sous le poids de son devoir. « Madame Cresswell, dit-il d'un ton sévère mais pas méchant, vous devez expliquer précisément ce que vous avez ajouté au pot de la veuve. Je n'ai pas, je jure que je ne voulais pas. » Sa voix se brisa. Mademoiselle Marple toucha légèrement le bras de Graves. « Laissez-la respirer, inspecteur. Elle a passé des années à respirer pour les autres et très peu pour elle-même. » Madame Cresswell s'agrippa au bord de son panier comme s'il s'agissait du dernier objet stable de son univers. Je voulais seulement lui faire peur, la faire dormir peut-être, quelque chose d'inoffensif. Je pensais que si elle se sentait faible, elle resterait tranquille. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit avec tristesse. La peur est une mauvaise laisse, ma chère. Elle glisse facilement et étrangle rapidement. Madame Cresswell secoua violemment la tête. Non, ce n'était pas du poison. C'était juste du camphre. J'en ai râpé un peu à partir du bloc que je garde pour les mythes. Il a une odeur forte. Elle pensait, que je voulais seulement qu'elle se sente submergée. Le camphre peut irriter les poumons, dit le docteur Linton d'un ton grave, surtout chez une personne de son âge. Mais pas la tuer, insista madame Cresswell. Pas à lui seul.
Mademoiselle Marple acquiesça lentement. Non, pas à lui seul. Un murmure parcourut les spectateurs, confusion, peur, sentiment troublant d'une vérité à moitié révélée. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. Alors, si le camphre seul ne l'aurait pas tué? Mademoiselle Marple regarda vers le cottage, vers la cuisine où la tasse intacte attendait toujours. Alors, il devait y avoir autre chose. Madame Cresswell ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement. Elle menaçait de me dénoncer. Les fonds de l'église étaient insuffisants parce que le salaire du vicaire ne couvrait pas les dépenses et je n'empruntais qu'un peu chaque mois, juste pour nous permettre de survivre. Mademoiselle Marple comprit. Une vie entière de sacrifices discrets, de budget serré, de dignité préservée grâce à de petites illusions. Et une veuve acerbe et intransigeante qui pouvait faire basculer toute cette fragile structure. Le désespoir pousse à faire des choses étranges, dit doucement mademoiselle Marple. Mais la veuve n'est pas morte de désespoir. Quelqu'un a agi avec une bien plus grande certitude. Un silence s'installa, lourd et pesant. Grave se redressa. Nous devrions fouiller le presbytère et la maison de la veuve à nouveau. Oui, murmura mademoiselle Marple, mais pas seulement pour chercher du camphre. Elle s'approcha de madame Cresswell, baissant la voix, mais s'assurant que chaque syllabe soit entendue. Vous ne l'avez pas tué, mais quelqu'un a utilisé votre peur à son avantage. Madame Cresswell leva les yeux, surprise. M'a utilisé. Mademoiselle Marple acquiesça. Quelqu'un savait que vous seriez accusé. Quelqu'un qui s'est introduit après votre départ. Quelqu'un qui a su saisir l'occasion et le moment opportun. Les villageois échangèrent des regards inquiets. Madame Penrose chuchota à l'oreille de Madame Bantry, qui lui donna une tape sur le bras comme pour faire taire cette absurdité avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Graves s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Marple, qui ?» Mais elle ne répondit pas tout de suite. Son regard se posa sur la fenêtre du cottage, celle qui donnait sur la ruelle, celle que Martin avait peut-être regardée la nuit dernière, celle sous laquelle Harland était passé, celle que Madame Ellerby observait souvent depuis sa corde à linge, un carrefour de regards et de secrets. Mademoiselle Marple se remit à marcher vers la maison d'un pas tranquille, comme si chaque pas avait besoin de temps pour puiser son sens dans la terre sous ses pieds. À l'intérieur du cottage, l'air semblait plus lourd qu'auparavant, chargé de chagrin, de suspicion et d'un résidu de quelque chose de tacite. Une légère odeur de thé flottait dans l'air, florale, chaude, et en dessous, une note plus prononcée qu'elle reconnaissait maintenant. « Inspecteur, dit doucement mademoiselle Marple, veuillez ouvrir le placard près du poêle. » Graves s'exécuta, révélant des étagères remplies de bocaux, de boîtes de conserve et de modestes provisions. Mademoiselle Marple désigna du doigt « le bocal d'herbe ». Grave le descendit avec précaution. Le bocal était léger, trop léger. Il dévissa le couvercle. Il était vide. Un murmure collectif s'éleva derrière eux. « Il était plein hier », dit Martin d'une voix tremblante. « Elle l'utilisait tous les soirs. Je l'ai vu le remplir il y a 2 jours à peine. » Mademoiselle Marple acquiesça, ce qui signifie que quelqu'un l'a vidé, récemment, et délibérément. Grave fronça les sourcils. Pour faire disparaître la poudre incriminante. Oui, dit doucement mademoiselle Marple, mais pas le camphre. Le camphre a été ajouté après, et maladroitement. Martin redressa brusquement la tête. Après, mademoiselle Marple toucha le bord du pot d'un geste très délicat, presque cérémonieux. Madame Cresswell l'a manipulé au crépuscule, mais la veuve n'a préparé le thé que beaucoup plus tard. Quelqu'un d'autre a donc eu tout le temps de se glisser dans la pièce sans se faire remarquer, et d'ajouter quelque chose de bien plus dangereux. Grave marmonna. Mais qui? Et quand?
Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la fenêtre de la cuisine. Quelqu'un qui est revenu après 10 heures. Harland, dit immédiatement Graves. Mais mademoiselle Marple secoua la tête. Harland craint d'être démasqué, pas les conséquences. Il n'a touché à aucun pot. Il voulait persuader la veuve, pas la tuer. Martin déglutit péniblement, les yeux écarquillés. Alors qui? Miss Marple se tourna lentement vers lui. Il retint son souffle. « Mon cher, dit-elle doucement, vous souvenez-vous de ce que vous nous avez dit? Qu'elle gardait le pot d'herbe au-dessus de la cuisinière. Que vous l'avez vu le remplir. Que vous avez touché la boîte près de la cuisinière parce qu'elle était plus proche? » Martin cligna rapidement des yeux. Oui, je vous ai dit. Et vous souvenez-vous où la veuve gardait son sucre? Le sucre? Dans la boîte bleue, près du poêle. Et l'a-t-elle utilisé hier soir? Je ne pense pas, elle n'en a pas ajouté. Mademoiselle Marple s'approcha du poêle, la main suspendue au-dessus de la boîte bleue. Martin, mon cher, ouvrez-la, s'il vous plaît. Il s'exécuta. La boîte émit un léger sifflement lorsque le couvercle s'ouvrit. Une odeur étrange et amère s'en échappa, masquée par la douceur, presque imperceptible à moins de savoir où la chercher. Martin la fixa du regard. Puis il regarda mademoiselle Marple. Qu'est-ce que c'est? Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent, empreints d'une terrible compréhension. Ce n'est pas du sucre. On dirait que quelqu'un l'a remplacé. Quelqu'un qui savait qu'elle ne prenait toujours qu'une pincée de poudre à base de plantes, mais qui pouvait prendre une cuillerée de sucre si elle était troublée. Martin recula en titubant. Je n'ai pas touché à cette boîte. Je le jure, je n'ai fait que... Et elle ne l'a pas utilisée non plus, dit mademoiselle Marple, ce qui l'a sauvée momentanément. Mais elle a soulevé la tasse de thé. La vapeur s'est élevée. Et quoi que ce soit qui ait été mélangé au sucre, quelque chose de volatile, quelque chose qui s'active à la chaleur, est entré dans ses poumons. La voix de Martin se brisa. « Mais qui ferait ça? Qui ?» Mademoiselle Marple tourna son regard vers la porte. Une silhouette se tenait là, pâle, rigide, à moitié cachée par le cadre. Madame Ellerby. Ses mains étaient crispées sur son tablier, ses jointures blanchies, sa respiration irrégulière. Un autre motif de porcelaine tremblante qui prenait vie. Mademoiselle Marple parla doucement. « Louisa, vous n'avez pas fait la lessive hier soir, n'est-ce pas ?» La gorge de Madame Ellerby se contracta. « Je vis seule. Personne ne vient me voir. Personne ne remarque rien. »« Oui, » dit Mademoiselle Marple. « Sauf la veuve, qui vous a dit qu'elle avait l'intention de parler au vicaire de vos accusations. Des rumeurs que vous aviez répandues. » Un petit son brisé s'échappa des lèvres de Madame Ellerby. « Elle m'a humiliée, » murmura-t-elle. « Elle m'a ri au nez. Elle a dit que j'avais besoin d'un passe-temps. Elle a dit que je n'étais rien. » La voix de mademoiselle Marple s'adoucit. « Et vous avez donc ajouté quelque chose au sucre. Quelque chose qu'elle prendrait sans y penser. » Martin la regarda, horrifié. « Mais pourquoi l'auriez-vous tuée ?» Le visage de Madame Ellerby se tordit, mêlant angoisse et fureur. « Je ne voulais pas la tuer. Je voulais seulement qu'elle se taise, qu'elle arrête de tout gâcher. » Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Une autre tragédie dans le village. Une autre âme fragile préférant la ruine à la vulnérabilité. La porcelaine trembla une dernière fois. La porcelaine trembla une dernière fois, et avec elle, le sang-froid de Madame Ellerby s'effondra complètement. Elle glissa le long du cadre de la porte, les mains agrippées à son tablier, comme s'il s'agissait du dernier fil qui la reliait à la raison. Ses sanglots étaient saccadés, déchirés entre le remords et une rage qu'elle ne comprenait pas tout à fait. L'inspecteur Graves s'avança lentement, comme s'il s'approchait d'un animal blessé. « Louisa Ellerby,
Comprenez-vous ce que vous venez d'avouer? Elle secoua violemment la tête. Je ne voulais pas. Je vous jure, inspecteur, je ne pensais pas que cela... Mademoiselle Marple s'approcha d'elle avec une douce prudence. Ma chère, les intentions sont souvent les premières victimes de la peur. Mais la vérité est rarement adoucie par elle. Madame Ellerby se couvrit le visage de ses mains. Elle me faisait me sentir insignifiante, comme si je n'étais bonne qu'à colporter des ragots. Elle disait que je ruinais des vies, alors que tout ce que je voulais, c'était trouver ma place quelque part. Martin tremblait. « Vous vouliez donc lui faire peur ?» Madame Ellerby acquiesça, la gorge serrée. « Oui, juste lui faire peur, la faire taire. Pour une fois dans ma vie, je voulais que quelqu'un m'écoute. » Mademoiselle Marple s'agenouilla à côté d'elle, baissant la voix pour adopter un ton plus calme, plus grave, empreint de la patience de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour reconnaître les schémas de la souffrance humaine. « Et vous avez donc choisi quelque chose de volatile, quelque chose qui, selon vous, ne ferait que submerger ses sens. » Madame Ellerby haleta. Je l'ai mis dans la boîte à sucre. Je savais qu'elle aimait ça quand elle était bouleversée. Je pensais qu'elle le prendrait, juste assez pour s'évanouir. Sauf qu'elle ne l'a pas fait, murmura mademoiselle Marple. Elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a soulevé la tasse, mais n'a pas bu. Madame Ellerby sanglotait de plus belle. Elle aurait dû le boire. Pourquoi ne l'a-t-elle pas bu? Un silence s'abattit sur la pièce, horrifié, figé. Mademoiselle Marple posa doucement une main sur son épaule tremblante. Parce qu'elle était perspicace, ma chère. Elle avait passé sa vie à remarquer les petits détails. Et elle a remarqué celui-ci. Le cri de détresse de Madame Ellerby déchira le silence du cottage. Je ne voulais pas la tuer. Le visage de l'inspecteur Graves était sculpté dans la pierre lorsqu'il se redressa. Quelle que soit votre intention, il est clair que la substance que vous avez utilisée a causé sa mort. Vous allez devoir me suivre. Non, non, s'il vous plaît. Sa voix se brisa, mais mademoiselle Marple se leva et parla doucement. Inspecteur, il y a autre chose à comprendre ici. Graves la fixa du regard. Plus? Oui, répondit mademoiselle Marple en plissant les yeux. Madame Ellerby a causé du tort, c'est vrai. Mais la veuve Corbin n'est pas morte uniquement à cause de la vapeur. 2 substances ont été utilisées. Madame Ellerby la fixa à travers ses larmes. 2? Je n'en ai utilisé qu'une. Et quelqu'un d'autre, dit doucement mademoiselle Marple, en a utilisé une autre. Un frisson parcourut la pièce. Harland se raidit, le visage tendu. Elle ment, elle essaie d'atténuer sa culpabilité. Mais le regard de mademoiselle Marple le transperça silencieusement. La première substance a provoqué une irritation. La seconde a causé la mort. Le ton de Graves s'aigrit. « Mademoiselle Marple, êtes-vous en train de dire que quelqu'un d'autre a altéré le thé ?»« Oui, répondit-elle. Après Madame Ellerby, quelqu'un qui savait que le thé serait préparé plus tard, quelqu'un qui espérait que la veuve le boirait. » Martin écarquilla les yeux. Mais qui d'autre avait accès à la cuisine? Je n'ai pas... je le jure. Vous n'avez pas fait cela, dit gentiment mademoiselle Marple. Votre peur est sincère. Déplacée, mais sincère. Harland ricana. C'est absurde. Qui d'autre aurait pu... Mademoiselle Marple se tourna à nouveau vers la fenêtre de la cuisine. Quelqu'un qui s'est glissé dans la maison sans être vu. Quelqu'un qui avait un passé avec la veuve, un passé qu'elle souhaitait garder secret. Harland fronça les sourcils. Secret? Que voulez-vous dire? Le ton de mademoiselle Marple s'adoucit, mais son regard se fit plus perçant. Monsieur Harland, vous vous êtes disputé avec la veuve. Vous lui avez mis la pression, mais vous n'êtes pas le seul à avoir cherché à influencer la veuve. Martin déglutit péniblement, la voix réduite à un murmure. Il y avait quelqu'un d'autre? Mademoiselle Marple acquiesça.
Oui, quelqu'un qui dépendait financièrement de la veuve. Quelqu'un qu'elle avait menacé de couper les vivres. Les murmures se propagèrent si rapidement que même Graves eut du mal à les faire taire. Mademoiselle Marple se dirigea vers le petit bureau près de la fenêtre du salon. Elle souleva doucement un tiroir. À l'intérieur se trouvait une enveloppe neuve, impeccable, adressée de la main de la veuve dans son écriture cursive caractéristique. L'inspecteur Graves avait l'air stupéfait. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre, » répondit mademoiselle Marple. « La veuve l'a écrite hier. Elle avait l'intention de la poster ce matin. »« À qui ?» demanda Graves. Mademoiselle Marple retourna l'enveloppe pour que le nom soit visible. Monsieur Frederick Cresswell. Un cri collectif s'éleva de l'embrasure de la porte. Le mari de Madame Cresswell, le vicaire. Madame Cresswell s'effondra davantage, submergée par l'horreur. « Frédéric ? Non, non, il n'aurait pas... » Mais mademoiselle Marple parla doucement, avec compassion. « Oh, ma chère, votre mari emprunte depuis des mois sur les fonds de réserve de l'Église. La veuve l'a découvert la semaine dernière. » Madame Cresswell la fixa du regard comme si le monde s'était effondré. « Il m'a dit que tout allait bien. »« Je sais, » murmura mademoiselle Marple. « Tout comme vous lui avez dit que tout allait bien quand vous aviez des difficultés. Vous avez tous deux vécu derrière un voile de demi-vérité. Mais la veuve n'était pas disposée à garder ses affaires privées. » Madame Cresswell poussa un gémissement brisé. Martin déglutit. « Vous voulez dire que le vicaire est venu à la maison hier soir ?» Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur le sol, vers les traces de pas qu'elle avait remarquées plus tôt, trop grandes pour être celles de Martin, trop nettes pour être celles de Harland, et trop lourdes pour être celles de madame Cresswell. « Oui, » dit-elle doucement, « après le départ de l'avocat, après la dispute entre Martin et sa tante, après que Louisa ait trafiqué le sucre, le vicaire est entré dans le cottage, par la porte arrière qui n'était pas verrouillée, car Harland l'avait laissée ouverte. » L'inspecteur Graves avait l'air abasourdi. Le vicaire? Mais il savait que la veuve avait l'intention de tout révéler lors de la réunion de dimanche, termina mademoiselle Marple. La lettre le confirme. Madame Cresswell attrapa la manche de mademoiselle Marple. « Non, vous devez vous tromper. Frédéric est gentil. Il est bon. » Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent, empreints d'une profonde tristesse, réservée aux tragédies qui naissent des défauts les plus humains. « Oui, il est bon, de toutes les manières dont les gens le regardent et l'admirent. Mais la bonté n'est pas une immunité contre la peur. Et la peur rend même les hommes gentils dangereux. » L'inspecteur Graves inspira brusquement. Qu'a-t-il ajouté au sucre? Mademoiselle Marple toucha le bord de la boîte. Du laudanum, assez pour provoquer un arrêt respiratoire lorsqu'il est chauffé. Madame Cresswell poussa un cri de détresse. « Non, Frédéric, non !» Mademoiselle Marple la serra dans ses bras tandis qu'elle sanglotait, la guidant doucement vers une chaise. Les villageois pouvaient à peine respirer. Même Martin semblait figé, pris dans un cauchemar de révélations qui se superposaient les unes aux autres. « Et donc, » dit doucement mademoiselle Marple, « 3 personnes, par peur, par fierté ou par désespoir, ont joué un rôle dans ce qui s'est passé hier soir. » Grave murmura. « Mais une seule avait l'intention de nuire. » Mademoiselle Marple acquiesça lentement. « Oui. Et ces empreintes sont encore sur le chemin du jardin. » Le vent changea de direction, effleurant les volets, dans un murmure tremblant comme de la porcelaine sur le point de se briser. Le vent effleura à nouveau les volets, dans un murmure tremblant comme de la porcelaine sur le point de se briser, et tous les visages se tournèrent instinctivement vers l'arrière du cottage, comme si l'allée du jardin elle-même était sur le point de parler. L'inspecteur Graves déglutit péniblement. Si les empreintes du vicaire sont toujours là... « Elles le sont, » murmura mademoiselle Marple. «
Je les ai remarquées tout à l'heure. Des empreintes d'hommes, des semelles polies, et plus lourdes que celles de M. Harland. Madame Cresswell s'agrippa au bord de sa chaise, tremblant violemment. « Je vous en prie, je vous en prie, il ne voulait pas, il n'aurait jamais. » Mademoiselle Marple posa une main réconfortante sur son épaule. « Ma chère, les intentions façonnent le cœur, mais les actions façonnent les conséquences. » Madame Cresswell sanglota à nouveau, secouant la tête comme si tous les souvenirs qui lui étaient chers s'effondraient d'un seul coup. Graves expira bruyamment. « Nous devons parler immédiatement au vicaire. »« Oui, » acquiesça doucement mademoiselle Marple. « Mais pas pour l'accuser, pour l'écouter. Il vit dans le tourment depuis plus longtemps que quiconque ne le soupçonne. » Harlan ricana, bien que sa voix ait perdu de son acuité. « Le vicaire? Un empoisonneur? C'est absurde. » Mademoiselle Marple le regarda avec des yeux calmes et mesurés. « Vous, monsieur Harland, craignez le scandale. Martin craint la culpabilité. Louisa craint le jugement. Mais le vicaire... » Elle baissa la voix. « Il craint de perdre la seule dignité qui lui reste. » Martin murmura. « Mais pourquoi tuer? Pourquoi ne pas avouer? Pourquoi ne pas expliquer ?» Mademoiselle Marple le regarda, le regard plein d'une triste mélancolie. « Parce que, mon cher, certains hommes passent leur vie à porter le fardeau des autres. Ils oublient comment se débarrasser du leur. Lorsqu'ils sont démasqués, ils paniquent, non par malveillance, mais par désir désespéré de préserver la façade de bonté qu'on leur a appris à afficher. » Elle se dirigea vers la porte arrière. « Inspecteur, venez. Nous devons suivre la piste. » Graves acquiesça d'un signe de tête raide. « Martin, Harland, restez ici. Personne ne quitte cette maison. » Harland croisa les bras avec indignation, mais Martin s'effondra simplement sur la chaise la plus proche, vidé de toute énergie. Mademoiselle Marple guida doucement Madame Cresswell vers Madame Bantry. « Prenez soin d'elle, Dolly. Elle aura besoin de gentillesse maintenant, plus que toute autre chose. » Madame Bantry acquiesça solennellement, serrant fermement la femme du vicaire contre elle, tandis qu'elle pleurait sur son épaule. Mademoiselle Marple et l'inspecteur Graves sortirent dans la pâle lumière de l'après-midi. L'air sentait la terre humide et le romarin, lourd de vérités non résolues. Le chemin du jardin s'étendait devant eux, étroit, calme, parsemé de taches de soleil, filtrant à travers les buissons de sureau. Mademoiselle Marple s'arrêta devant les empreintes dans la terre. « Là, » dit-elle doucement, « vous voyez ? Les empreintes tournent vers l'extérieur, vers le chemin. Il est parti précipitamment. La peur persiste sous la forme d'une empreinte. » Graves s'agenouilla pour les examiner. « Vous êtes sûr que ce sont les siennes ? » « Oui, » murmura mademoiselle Marple. La veuve a mentionné une fois, sans le savoir, que les talons du vicaire s'usaient de manière inégale. Ces empreintes le montrent clairement. Une légère inclinaison vers l'intérieur. Un poids porté sur le bord intérieur de la chaussure. Graves se leva. « Alors, il s'est enfui. »« Non, » corrigea doucement mademoiselle Marple. « Il s'est retiré. Il y a une différence. » Ils suivirent le chemin jusqu'à ce qu'ils rejoignent la ruelle. Le village s'étendait dans un calme familier. Les toits se réchauffaient sous le soleil. De l'après-midi, les moineaux voletaient entre les haies. Le presbytère se dressait, solennel et imposant, à l'autre bout. Mademoiselle Marple ralentit le pas à mesure qu'il s'en approchait. « Je crains, » dit-elle doucement, « que le vicaire ait porté un fardeau si lourd que même la tragédie lui ait semblé être une épreuve divine. » Graves fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? » « La veuve l'a confronté il y a 3 jours, » dit mademoiselle Marple. « Elle a menacé de révéler sa mauvaise gestion des fonds de l'Église. Il l'a supplié, non pas pour lui-même, mais pour sa femme, pour la honte que cela lui causerait. » Graves expira.
Il a donc pris les choses en main. « Oui, » murmura mademoiselle Marple. « Mais pas de sang-froid, de terreur. Un homme qui a vécu sa vie sans scandale ne peut pas faire face à l'humiliation d'une disgrâce publique. » Il a paniqué. Ils arrivèrent à la porte du presbytère. Grave frappa fermement. Un bruit de pas traînant, puis le silence. Mademoiselle Marple éleva doucement la voix. « Frédéric, c'est Jane Marple, nous devons vous parler. » Une longue pause, puis la porte s'entr'ouvrit. Le vicaire se tenait là, pâle, les yeux creux, le col romain de travers. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis le matin. Ses mains tremblaient de manière presque imperceptible. « Mademoiselle Marple, » murmura-t-il. « Inspecteur, je suppose que vous êtes venu. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Oui. » Il s'écarta sans protester, comme s'il se résignait à quelque chose qu'il avait toujours su inévitable. Le salon du presbytère était propre, modeste, baigné d'une lumière solaire qui semblait désormais douloureusement vive. Des livres tapissèrent les étagères, sermons, textes religieux, histoires de petites paroisses. Une vie au service des autres, faite de routine et de devoirs discrets. Le vicaire s'effondra dans son fauteuil. « Je ne voulais pas lui faire de mal, » dit-il doucement. « Je la respectais. Elle était directe, mais juste. Mais quand elle a menacé de me dénoncer, j'ai paniqué. » La voix de Graves se durcit. « Vous avez ajouté du laudanum dans son sucre. » Le vicaire ferma les yeux et acquiesça lentement. « Juste un peu, assez pour la faire dormir, assez pour la faire taire jusqu'à ce que je puisse arranger les comptes. Je n'avais jamais l'intention. » Sa voix se brisa. Miss Marple croisa doucement les mains. « Frédéric, le laudanum en lui-même ne l'aurait peut-être pas tué. Mais mélangé au camphre ajouté par Louisa et transporté par la vapeur, ses poumons ont été submergés. » Il baissa la tête. « Alors, je suis responsable de sa mort. »« Non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Vous en êtes tous responsables, mais aucun d'entre vous ne l'a fait intentionnellement. » Graves resta sévère, mais une lueur de pitié passa dans ses yeux. « Vous avez altéré quelque chose en quoi les gens ont une confiance aveugle. Cela a des conséquences. » Le vicaire acquiesça. « Oui, je sais. » Il leva les yeux, les larmes aux yeux. « Traiterez-vous Louisa avec douceur? Elle est si fragile. Je n'aurais jamais dû la laisser porter seule, ce fardeau. » La voix de mademoiselle Marple avait le poids d'une sagesse acquise au cours d'une vie. « Vous avez tous deux porté ce fardeau seul, Frédéric. Et c'est ainsi que naissent les tragédies. » Il s'essuya les yeux avec sa manche. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Grave inspira lentement. « Vous allez venir avec nous. Nous allons prendre votre déposition officielle. » Le vicaire se leva, redressa son col et acquiesça avec la dignité lasse d'un homme qui s'apprête à tourner la page d'un long et douloureux chapitre. Alors qu'il quittait la maison, mademoiselle Marple sentit une dernière fois le tremblement de la porcelaine, plus faible à présent, un écho s'estompant plutôt qu'un avertissement. Un rappel de la facilité avec laquelle l'équilibre délicat d'un village pouvait se briser sous le poids de vérités cachées. À la maison de campagne, les villageois regardèrent le vicaire être escorté à l'intérieur pour être interrogé. Certains haletaient, d'autres chuchotaient, d'autres encore pleuraient. Mademoiselle Marple s'écarta, laissant les ombres du jour s'installer à leur place. Elle savait que le jugement dernier était proche, mais le cœur de la vérité, son essence émotionnelle, attendait encore d'être révélé. Il restait encore une révélation à faire. Il restait encore une révélation à faire. Miss Marple sentit que cela s'installait en elle comme le dernier fil d'une tapisserie. Subtil, fragile, mais essentiel. Les villageois rassemblés à l'intérieur du cottage étaient tombés dans un silence si profond que même le tic-tac de l'horloge semblait hésiter à le rompre. Le vicaire était assis, la tête baissée,
près de la chaise vide de la veuve, l'inspecteur Graves à ses côtés. Madame Cresswell tremblant sous le bras réconfortant de Madame Bantry. Martin se tenait seul près de la cheminée, pâle comme le givre du matin, ses mains s'ouvrant et se fermant comme celles d'un homme essayant de se souvenir de la sensation de calme. Mademoiselle Marple s'avança au centre de la pièce. Tous les regards, craintifs ou suppliants, se tournèrent vers elle. La vérité choisissait souvent la voix la plus douce pour s'exprimer, et à ce moment-là, la sienne était la seule assez ferme pour la transmettre. « Il y a encore quelque chose que vous devez tous comprendre », commença-t-elle, sa voix douce ondulant dans le silence tremblant. « 3 personnes ont agi hier soir, chacune avec la peur au cœur, chacune croyant pouvoir empêcher la catastrophe en contrôlant le destin d'une autre. Pourtant, aucune d'entre elles n'a porté le coup fatal. » La confusion s'empara de la pièce. Graves fronça les sourcils. « Mais le laudanum et le camphre, ensemble, ils... »« Oui, » murmura mademoiselle Marple. « Ensemble, ils ont créé une vapeur dangereuse. Mais la veuve n'est pas morte uniquement à cause de ce que les autres ont ajouté à son thé. Elle est morte parce qu'elle a inhalé directement la vapeur. » Madame Ellerby sanglotait doucement, mais mademoiselle Marple leva la main. « Louisa, prenez courage. La veuve n'a pas soulevé la tasse par accident. » Ils la regardèrent sans fixement. La voix de Martin se brisa. « Que voulez-vous dire ?» Mademoiselle Marple se tourna vers lui avec une profonde tendresse. « Martin, mon cher, votre tante s'est rendue compte que quelqu'un avait trafiqué ses affaires. » Il cligna rapidement des yeux. « Mais elle n'a jamais dit... » « Elle n'en avait pas besoin, » dit mademoiselle Marple. Elle avait l'œil vif quand il s'agissait de ses habitudes. Le camphre de Louisa était peut-être faible, mais il avait une odeur distincte, et la boîte à sucre, alourdie par le liquide ajouté, lui aurait immédiatement semblé suspecte. Martin trembla. Alors pourquoi a-t-elle soulevé la tasse? Pourquoi l'a-t-elle approchée de son visage? La voix de mademoiselle Marple s'adoucit jusqu'à devenir un murmure. Parce qu'elle voulait connaître la vérité, Martin. Elle avait compris que sa maison avait été envahie par la tromperie, et elle était déterminée à découvrir qui était derrière tout cela. Un murmure collectif parcourut la pièce. Mademoiselle Marple poursuivit. Elle a soulevé la tasse, non pas pour la boire, mais pour la sentir, pour découvrir qui avait perturbé sa routine. Elle faisait confiance à ses sens, aiguisés par des années d'observation attentive. Madame Penrose porta une main à sa gorge. « Vous voulez dire qu'elle soupçonnait avoir été empoisonnée ?» Mademoiselle Marple acquiesça. Elle soupçonnait un acte malveillant, mais pas la mort. Elle a inspiré prudemment. Malheureusement, cela a suffi. Le vicaire enfouit son visage dans ses mains. Madame Cresswell laissa échapper un sanglot brisé. Martin vacilla sur place. Mademoiselle Marple s'approcha doucement de lui. « Mais il y a autre chose que vous devez savoir, Martin. » Il leva les yeux, le regard rempli de cet espoir désespéré auquel seuls les innocents s'accrochent. « Je vous en prie. » Elle lui toucha légèrement le bras. Votre tante vous a laissé ce cottage parce qu'elle vous faisait confiance, pas parce qu'elle doutait de vous. Hier soir, ses soupçons ne portaient pas sur vous, mais sur d'autres personnes. Il eut le souffle coupé. Mais nous nous sommes disputés. Elle a dit qu'elle ne savait pas si elle pouvait me faire confiance. Et elle a regretté de l'avoir dit, répondit mademoiselle Marple d'une voix chaleureuse mais ferme. La dispute l'avait profondément bouleversée. Elle avait l'intention de vous parler à nouveau avant de se coucher. Je pense qu'elle vous a préparé du thé en signe de paix. Martin se couvrit la bouche, les larmes coulant entre ses doigts. Elle allait se réconcilier avec moi. Oui, murmura mademoiselle Marple. Elle souhaitait réparer leur relation avant la fin de la nuit.
Mais dès qu'elle a senti le sucre trafiqué, elle a compris qu'il y avait un danger, et elle a cru, à tort, que l'un d'entre vous cherchait à la manipuler. Madame Cresswell sanglotait de plus belle. Nous tous, nous l'avons blessée. Mademoiselle Marple acquiesça doucement. Oui, mais elle n'est pas morte de malveillance, mais de chagrin, en réalisant que ceux qui l'entouraient se sentaient suffisamment acculés pour la tromper. Un silence pesant s'installa, aussi profond qu'une prière. L'inspecteur Graves s'éclaircit doucement la gorge. « Mademoiselle Marple, vous avez dit qu'aucun des trois n'avait porté le coup fatal. Mais quelqu'un a placé le laudanum, quelqu'un a mis le camphre, quelqu'un a laissé la porte arrière ouverte. » « Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Et chacun porte une part de responsabilité. Mais la vérité finale est la suivante. La mort de la veuve n'était pas un meurtre. C'était l'aboutissement accidentel de 3 actes distincts, chacun né non pas de la haine, mais de la peur. » Les villageois restèrent bouche bée, stupéfaits. Harland, visiblement secoué, murmura « Alors, nous ne sommes pas face à un meurtrier, mais à une tragédie ?» Mademoiselle Marple inclina légèrement la tête. Une tragédie façonnée par l'orgueil, le secret et le désespoir. Une mise en garde contre les petits actes qui brisent la confiance. Grave expira lentement, la tension le quittant comme l'air d'un soufflet crevé. Alors les accusations seront différentes, mais les conséquences demeurent. Madame Bantry, pâle mais calme, demanda « Jane, la veuve leur aurait-elle pardonné ?» Mademoiselle Marple regarda autour d'elle, son regard s'attardant sur chaque visage tremblant. Je crois qu'elle leur aurait tous pardonné, mais elle aurait insisté pour qu'ils affrontent d'abord la vérité. Elle s'approcha de la chaise de la veuve et toucha son accoudoir usé avec révérence. Ce n'était pas une femme qui tolérait la tromperie dans sa maison. Même dans ses derniers instants, elle recherchait la clarté. Une douce brise passa par la fenêtre entr'ouverte, effleurant la surface de la tasse de thé intacte. La porcelaine trembla, puis s'immobilisa. Mademoiselle Marple se redressa. « Inspecteur, le village a plus besoin d'être réparé que puni. Veillez à ce que la justice soit tempérée par la compassion. » Graves acquiesça solennellement. « Je le ferai. » Madame Cresswell se leva en tremblant et s'approcha de son mari pour lui prendre la main. Il l'accepta avec une gratitude tremblante. Martin s'approcha de mademoiselle Marple, le visage à la fois brisé et reconnaissant. « Merci de m'avoir dit la vérité avec douceur. » Elle lui adressa un petit sourire maternel. Un chagrin porté honnêtement est plus léger qu'une culpabilité portée à tort. Ses larmes revinrent, mais elles étaient plus douces à présent. Les villageois quittèrent lentement le cottage, plus calme, plus humble, comme si l'air lui-même insistait pour que la vérité soit suivie de douceur. Le jardin, qui était encore récemment un lieu de dissimulation, semblait touché par un calme fragile. Mademoiselle Marple s'attarda seule près de la table où se trouvait la tasse de thé. Le motif, désormais silencieux, avait fait son œuvre. Elle souleva la tasse, non pas pour boire, mais pour la placer délicatement dans le lavabo. « Une vie, » murmura-t-elle, « ne devrait jamais s'achever dans le silence sans que la vérité ait été dite. » Puis elle prit son châle, sortit dans la douce lumière de l'après-midi et referma la porte du cottage derrière elle.